Dans cette discussion sur les extraterrestres, il est mentionné qu'un extraterrestre idéal serait celui qui a les yeux bleus. On parle également de l'importance de traiter avec des extraterrestres qui sont actuellement en attente ou en repos. Cependant, il est souligné que ces extraterrestres ne sont pas encore réels, mais ils vont exister au moment où ils seront nécessaires. On discute ensuite de l'influence de la pyramide de Kamika sur l'évolution des humains qui la visitent. L'auteur affirme qu'il est nécessaire de demander aux personnes qui y sont allées pour comprendre son influence. Cependant, il est mentionné que la pyramide ne favorise pas réellement l'évolution, mais plutôt la momification. En revanche, le dôme est décrit comme ayant des bienfaits sur l'évolution. La forme du dôme émet une onde de forme différente de celle de la pyramide, et il peut avoir un effet positif sur le physique, mais un effet négatif sur l'astral, les rêves et le psychologique. En somme, la pyramide momifie tandis que le dôme favorise l'évolution. Un dôme est une structure qui absorbe et réémet les énergies environnantes de manière différente d'une pyramide. Les ondes du dôme sont prédigérées et constructives, ce qui permet au corps physique d'en bénéficier. À l'inverse, les ondes de la pyramide sont négatives mais stabilisent la structure vitale. Ainsi, dans un dôme, la guérison est plus facile car la structure vitale est instable, tandis que dans une pyramide, les mutations nécessitent plus d'énergie. La santé mentale est affectée par l'instabilité de la structure vitale dans un dôme. Enfin, le dôme favorise la relaxation et la paix grâce à sa capacité à replacer les choses de manière intelligente, tandis que la pyramide agit davantage sur la mémoire. L'évolution se fait progressivement, et il est important de savoir à quel stade on se trouve. Pour cela, il est utile de se replacer dans la pyramide, puis d'accéder au dôme pour s'élever. La déstabilité créée dans le dôme permet une restructuration vitale plus grande. L'onde de forme du dôme fonctionne de la même manière que celle des vêtements ou de l'humain, mais en rendant l'énergie vitale plus instable et favorisant les mutations. Un dôme avec suffisamment de parties vitrées permettrait une conférence différente, tandis qu'une réunion d'affaires nécessite une salle octogonale. Une structure pentagonale facilite la digestion de l'énergie mémoriale réincarnationnelle de type militaire, tandis qu'une structure octogonale favorise les affaires et l'événementiel. Les 5 côtés ont une origine incertaine, mais dans l'Antiquité, l'association des 4 membres avec la tête a conduit à la victoire dans les guerres. Le texte évoque plusieurs idées liées à la domination humaine sur les animaux et à l'influence du modèle de l'étoile à 5 branches dans les mémoires de guerre et de soldats. Il mentionne également le concept de l'octagone comme symbole de l'infini en mathématiques et de perfection matérielle. L'auteur suggère que l'utilisation de structures octogonales pourrait favoriser le succès dans les affaires. Il fait également référence à un monastère situé quelque part au Québec et évoque la possibilité d'investir dans l'acquisition de cette propriété. Enfin, le texte souligne la nécessité d'être prudent lors de manipulations occultes et de ne pas trop en parler pour éviter une hausse du prix de vente. En résumé, il est suggéré que les méthodes ésotériques, telles que l'astrologie, la numérologie et les tarots, peuvent servir d'outils pour comprendre et utiliser la mécanique astrale et ses cycles. Cependant, il est précisé que ces techniques peuvent être trompeuses lorsque l'individu se conscientise et que l'astral peut manipuler les prédictions. Il est donc important de faire preuve de prudence et de ne pas se laisser manipuler par l'astral. Concernant la manipulation des mécaniques de la salle, il est recommandé de mettre 100% d'énergie dans le projet et d'impliquer des individus décidés. Un exemple est donné où un exercice de prédiction de chiffres de loterie a partiellement réussi, mais a été perturbé par l'interférence des participants lors de l'écriture des chiffres. Dans cet extrait, l'auteur souligne l'importance de trouver des combinaisons de chiffres qui permettent d'obtenir des prix intéressants. Il explique que cela nécessite des personnes compétentes mais peu expérimentées pour éviter de trop dépenser. Cependant, il souligne aussi que la recherche de l'argent peut faire perdre la motivation des gens. Il affirme que la richesse est un piège qui peut nous éloigner de notre objectif principal, qui est de s'améliorer. Il soutient qu'il est important de décider de faire tout notre possible pour atteindre cet objectif, même si cela signifie perdre notre emploi, notre argent ou nos amis. Il encourage les individus à s'entraîner et à pousser leurs limites afin de parvenir à des réalisations concrètes. Il explique qu'il est difficile d'entrer en contact avec lui, mais ceux qui persistent finissent par réussir et rester avec lui. Il mentionne également la synergie et la création d'une entreprise appelée Investo, qui est le résultat de l'évolution des séminaires et qui intègre la gestion de l'argent dans notre développement personnel. Le texte parle de l'importance de combiner temps et argent pour atteindre des objectifs financiers.
L'auteur mentionne que les bénéfices de l'investissement sont encore limités mais qu'il est nécessaire d'attirer de nouveaux actionnaires pour augmenter les revenus. Il établit un parallèle avec le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale pour expliquer sa prudence et sa lenteur dans l'expansion. Il affirme que pour progresser, il faut impliquer de plus en plus de personnes et résoudre les problèmes un par un. Il souligne également que l'évolution n'est pas un passe-temps et que les problèmes doivent être exposés pour être résolus. L'auteur encourage le travail en groupe pour trouver des solutions et insiste sur la nécessité de prendre des initiatives plutôt que de simplement parler. Le phénomène dont on parle semble se complexifier à cause de l'intervention humaine. Cela prend du temps car il y a différentes solutions qui sont trouvées mais il en manque encore quelques-unes. Cependant, tous les individus disponibles soutiennent les solutions déjà trouvées. Il faut maintenant attendre que d'autres personnes se rallient aux solutions restantes. Une fois les 5 solutions trouvées, il ne restera qu'à les mettre en application. Cependant, l'humain est impatient et ne veut pas entendre de beaux discours. Il faut prendre en compte tous les aspects nécessaires pour la réalisation d'un projet, comme dans la construction d'une voiture où il faut un ingénieur qui conçoit la carrosserie et ensuite il faut y ajouter un moteur et tous les autres éléments. Les différentes parties doivent collaborer pour que le résultat final soit parfait. L'humanité se dirige vers la liberté, mais auparavant, il y aura une période de prise de conscience qui réveillera les traditions, les religions et les écoles du passé. On assistera à une résurgence de l'ésotérisme et des religions anciennes. Tout cela prendra du temps, environ 50 ans, et cela est déjà en cours depuis une vingtaine d'années. Dans les 30 prochaines années, une certitude théologique sera implantée dans la conscience des humains. Cette certitude fausse, soutenue par l'astral dans la plupart des cas, entraînera la perte de croyance chez la majorité des croyants, qui la transformeront en une certitude. Cela provoquera des divisions et des conflits entre les différentes religions, écoles et clans, entraînant une dispersion des potentiels évolutifs de l'humanité. Malheureusement, cette dispersion noiera les solutions authentiques permettant l'atteinte de la liberté, manipulées par l'astral. Seules quelques écoles, une spirituelle et les autres mentales, soutenues par l'intelligence supramentale, résisteront à cette dispersion et maintiendront un doute constant quant à la validité de leur enseignement. Elles seront les seules écoles réellement authentiques, tandis que les autres, animées par une certitude absolue, seront fausses et emprisonneront leurs adeptes. La Terre sera ainsi dominée par différentes factions, chacune prônant sa méthode de salut, basée sur des rituels, des traditions, des hiérarchies religieuses, etc. L'objectif ultime de ces factions sera de détruire les autres écoles pour sauver les humains, tandis que les écoles authentiques ne chercheront pas à libérer les autres, mais à se détacher d'eux et peut-être même à les anéantir. Ces écoles authentiques développeront des techniques pour se défendre et évolueront également sur le plan militaire, mutatoire, du verbe et de la finance. Ainsi, une nouvelle race évoluée émergera, mais elle devra faire face à l'agression des autres factions. La prochaine religion au Québec sera une religion mentale, qui ne sera pas nécessairement créée par l'Église de Scientologie mais qui s'inspirera de ses principes. Cette religion vise à permettre à l'homme de se relier à ce qu'il est tout à Dieu. Cependant, il est important de faire attention car certains individus pourraient utiliser cette religion pour assujettir les autres à leur pouvoir. Cette religion mentale sera organisée en église ou temple, avec des rituels et des pratiques. Certaines écoles du doute en feront partie, mais d'autres écoles du doute resteront totalement libérées de cette religion mentale. Il est également possible que certaines écoles du doute créent leur propre religion interne pour permettre à leur ego de suivre leur évolution. La religion collective est mentionnée comme une possibilité, mais l'orateur exprime sa préférence pour une école du doute plutôt que des écoles de certitude absolue. Il mentionne également une guerre entre différentes écoles et la nécessité pour une école du doute de contrôler la majorité des écoles de sciences du doute. Quand il s'agit de la place de l'homme dans l'univers, il affirme que l'homme occupe la même place que tout autre élément cosmique. Quant à s'emparer du pouvoir de l'intelligence, il dit que cela ne peut être comparé à ce qu'un simple papier peut faire avec une boule de feu, faisant allusion à la difficulté de le faire. En ce qui concerne la volonté dans l'attrait de l'intelligence, il souligne que la volonté est une forme de manipulation. Il explique que pour attirer l'intelligence, il est nécessaire d'implanter des structures manipulatrices dans la conscience astrale de l'individu, afin de le faire évoluer et ne plus souffrir. Il souligne que les individus doivent accepter d'être manipulés et que le choix se situe entre être manipulé du bon côté ou du mauvais côté. Enfin,
Il mentionne qu'il est possible de surmonter la paresse grâce à des implants et des leviers, mais que l'individu doit également faire des efforts pour réaliser des changements. Le texte explique que pour réussir à se libérer des manipulations mentales et astrales, il est nécessaire de se reprogrammer et de développer des mémoires d'intervention. Ces mémoires permettent de réagir de manière efficace et adaptée aux différentes situations de la vie. Par exemple, si une personne se rappelle qu'elle est policier lorsqu'elle est confrontée à une situation dangereuse, elle sera capable de réagir de manière professionnelle et maîtrisée. Le texte souligne également l'importance de la volonté et de la conscience dans ce processus de reprogrammation. La reprogrammation implique la manipulation, mais elle est nécessaire pour libérer notre conscience. En se libérant des manipulations et en se reprogrammant, nous nous rapprochons de la liberté. La création d'une manipulation qui vise à influencer la conscience de quelqu'un est décrite. Cependant, l'auteur souligne qu'il ne s'agit pas d'une manipulation de récupération, où un événement serait utilisé pour influencer la personne à réagir d'une certaine manière. Au lieu de cela, il propose une approche basée sur la lucidité et l'apprentissage à travers des simulations d'événements. L'idée est d'impliquer et de manipuler l'ego de manière à permettre la libération de l'intelligence. L'auteur suggère également que l'éducation devrait inclure des leçons sur la manière de devenir invisible lors d'actions inappropriées, plutôt que de simplement décourager ces comportements par la punition. Il considère que la majorité de l'éducation vise à empêcher l'évolution et que la manipulation est une partie intégrante de ce processus. L'auteur aborde aussi la notion de fixer des objectifs et de les ancrer dans l'ego par la pratique et la reformulation de techniques. L'utilisation d'un formateur ou d'un implantateur de techniques est suggérée pour faciliter ce processus d'apprentissage. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de se former et d'accepter une discipline externe pour progresser. Il met l'accent sur l'idée d'accepter d'être guidé et manipulé pour se construire rapidement. L'auteur fait référence à la notion des hétérodisciplines qui consiste à confier à une personne choisie et formée le pouvoir de nous guider dans nos actions.